Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de prendre ton cahier et de quoi noter pour que tu puisses procéder à l'autocorrection de l'activité J'interprète des résultats expérimentaux à partir de la correction que je te propose au cours de cette vidéo. C'est bon, tu as tout ce qu'il faut? On commence! Comme tu as pu le remarquer dans cette activité, c'est une activité en deux parties dans laquelle on va interpréter ce qui se passe quand on fait réagir un acide et une base. Et d'autre part, on va également interpréter ce qui se passe quand on fait réagir un acide et un métal. Dans cette première partie, il s'agit d'interpréter ce qu'il se passe quand on ajoute progressivement 25 ml de soude à 25 ml d'acide méthanoïque, également appelé acide formique. Néanmoins, avant d'entamer l'interprétation de cette activité, j'ai choisi de vous mettre en garde face aux conditions de sécurité lorsqu'on le manipule. Alors, la première chose à savoir, c'est que chaque solution qu'on utilise en chimie est dotée d'un pictogramme. Un pictogramme est un losange avec un contour rouge qui permet de mettre en garde contre le danger. À l'intérieur de ce fameux losange rouge, on va retrouver une image qui va être représentative du danger. En l'occurrence ici, dans le cadre de la corrosion, on aura une image qui représente quelque chose qui ronge les mains ou alors un métal par exemple. Prenez de quoi noter pour compléter ou corriger votre réponse. La question est la suivante. Que signifie le pictogramme inscrit sur les bidons d'acide formique? Le pictogramme inscrit sur les bidons de l'acide formique signifie qu'il y a un danger de corrosion. De manière générale, pour se protéger, on s'attache les cheveux s'ils sont longs ou mi-longs. On porte des lunettes de protection, des gants, une blouse ainsi que des chaussures fermées. En outre, pour répondre à la question « Quelles précautions doit-on prendre lorsque l'on manipule ?» Les précautions que l'on doit prendre lorsqu'on le manipule sont de porter les éléments qui nous protègent, tels que les lunettes, la blouse, les chaussures fermées et les gants. On peut donc passer à la deuxième question. En fin d'expérience, la solution est-elle neutre, acide ou basique? Avant de répondre à cette question, il faut déjà être capable de définir ce qu'est une solution neutre, acide ou basique. Donc, je vous propose un petit rappel. Une solution acide est une solution dont le pH varie entre 0 et 7. Autrement dit, c'est une solution dont le pH est strictement inférieur à 7. Une solution basique est une solution dont le pH est compris entre 7 et 14. Autrement dit, c'est une solution dont le pH est strictement supérieur à 7. Pour finir, une solution neutre est une solution dont le pH est strictement égal à 7. C'est une solution où il y a autant d'ions H+ que d'ions HO-. Maintenant que tu sais ce qu'est une solution acide, basique ou neutre, tu peux donc répondre à la question. En fin d'expérience, la solution est-elle neutre, acide ou basique? Donc, il suffit simplement de faire une lecture graphique et de regarder à partir de 25 ml de soude que vaut le pH. On voit bien que sur la droite désordonnée, le pH vaut approximativement 11,8. Donc, la solution est basique puisque le pH de cette solution est compris entre 7 et 14. J'arrive maintenant à la dernière question de cette première partie. Quel volume de soude a été nécessaire pour rendre la solution neutre? Comme je l'ai dit précédemment, une solution neutre est une solution dont le pH est égal à 7. Du coup, on se place au niveau de la droite désordonnée du repère. Au niveau du pH égal à 7, on trace une droite
parallèle à la droite des abscisses passant par la courbe. Ensuite, au niveau du point d'intersection entre la courbe et cette droite, on va tracer une autre droite perpendiculaire afin de pouvoir faire une lecture graphique du volume de versé. Donc les droites dont je parle sont en jaune. Le volume versé nécessaire pour rendre la solution neutre est 12,5 ml. J'ai donc fini la première partie de cette activité. On passe à la deuxième partie, réaction acide-métal. On passe tout de suite aux questions puis aux réponses parce que c'est une partie assez simple. Première question de cette deuxième partie, qu'observe-t-on dans les tubes à essai? Dans le premier tube à essai, on observe que la platine ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique, tout simplement parce qu'on n'observe aucune effervescence, aucun dégagement gazeux. Cependant, en ce qui concerne les deux autres tubes à essai, qui contiennent respectivement le zinc et l'aluminium, plus l'acide bien évidemment, on peut remarquer un dégagement gazeux, donc une effervescence, et donc on peut déduire que l'acide attaque les deux métaux proposés. Allez, on enchaîne, plus que deux questions. Que peut-on déduire à propos de l'action de l'acide chlorhydrique sur la platine? On peut donc déduire que l'acide chlorhydrique n'agit pas sur la platine. Dernière question, comment appelle-t-on la famille des métaux insensibles aux attaques acides? La famille des métaux insensibles aux attaques acides est appelée métaux nobles. La correction de l'activité J'interprète des résultats expérimentaux est maintenant terminée. Dans le cas où tu as aimé ce support vidéo que je te propose, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut. Je te laisse tout de suite avec deux questions réflexions auxquelles tu pourras répondre en commentaire.